important. Je suis la présidente de l'ACFO SDG et vous voyez parmi les personnes qui sont là, la directrice générale de l'ACFO SDG. Nous sommes très choyés de l'avoir comme notre DG, car quand elle va vous expliquer ce qu'elle fait, vous allez tout comprendre. C'est une femme avec énormément d'expérience, et non seulement d'expérience, mais d'expertise dans les demandes de subventions. Et quand elle va vous raconter tout ce qu'elle fait, vous allez comprendre pourquoi l'ACFO SDG, avec les nouveaux employés grâce à des demandes de subventions qui ont été accordées, qui maintenant vole avec des beaux ailes et puis qui va continuer à grandir et accueillir et travailler avec tout le monde dans les différentes communautés. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je vous présente Céline Baillargeon-Tardif, notre chère directrice générale à l'ACFO SDG. Bienvenue, Céline. Merci, merci. Merci, Diane, pour ces bons mots. Effectivement, les organismes sans but lucratif, on est un peu à la merci des subventions du gouvernement. Donc, en général, je vous dirais que idéalement, si on était capable d'autofinancer notre organisme, ça serait des fois plus facile, mais en grande partie, je vous dirais qu'il y a peut-être 20% de notre budget annuel qui est de l'autofinancement et 80% qui sont des subventions du gouvernement. 80% du budget. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vais laisser Ethel commencer tout de suite parce que justement, elle nous présente 23 façons de financer nos projets. Donc, merci tout le monde. Puis, vas-y, Ethel. Merci beaucoup, Céline. Là, j'essaie de voir comment je vais partager. Bon, ça va arriver. Tu peux me dire, par exemple, si on voit l'écran? Oui, c'est bon? Donc, je vais compter sur Céline et Sonia s'il y a des mains levées. Mais comme on l'a mentionné tout à l'heure, on va se servir du menti.com, www.menti.com, puis avec le code qui a été mis dans la boîte de chat et dans la boîte aussi de la page Facebook pour vous inviter à vous connecter. Donc, on va parler de 23 stratégies pour financer vos projets. C'est l'avant-dernier des 4 webinaires de la FOSDG. Le dernier, c'est le 10 décembre, toujours à midi. Et là, ce sera la présidente, Mme Diane Poirier, et la directrice générale, Mme Céline Baillargeon-Tardif, qui seront là au rendez-vous pour vous parler de l'ACFO, parler des projets de l'ACFO, puis peut-être avoir un dialogue avec ceux et celles qui seraient intéressés à lancer des projets dans Stormont Dundas Glengarry ou carrément avoir un appui pour appuyer leur propre projet. C'est vraiment un espace là, de parole offert par votre organisation porte-parole. Donc, on a déjà eu le mot de bienvenue de la présidente et de la directrice. On va tout de suite se lancer dans les 23 façons pour mobiliser des fonds. Et les questions pourront se passer en mode à des moments donnés, pas très souvent, mais je vais vous demander si vous voulez allumer votre micro si vous avez une question. Sinon, je vous invite vraiment à l'écrire dans la boîte de conversation de chat ou dans la boîte sur la page Facebook. Il y a toujours un endroit après le visionnement pour écrire des commentaires. Et à ce moment-là, on a notre collègue Sonia qui navigue entre les deux espaces pour vraiment capitaliser toutes les questions pour qu'on puisse y répondre. Ceci dit, 23 stratégies, on en a pour vraiment 1 heure pleine. Ça sera vraiment un rigodon de financement. Donc, moi, je suis tel côté. Je suis une praticienne, une formatrice certifiée en développement économique communautaire et en entrepreneuriat collectif. Puis, j'ai eu le privilège de mettre en œuvre presque toutes, je dirais 90% toutes les stratégies que je vous présente. Donc, c'est vraiment mon webinaire. Ça m'a aidé à lever 19 millions de dollars pour des projets collectifs, que ce soit artistiques, culturels, agricoles, touristiques, communautaires, économiques. Puis, j'ai déjà formé plus de 38 000 personnes, mais juste cet atelier-là, il y a plus de 1000 personnes qui l'ont suivi jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous demander d'essayer de regarder dans ces photos-là, puis juste d'y réfléchir par vous-même. Quand on parle d'argent dans nos organisations, comment vous réagissez? Parce qu'à quelque part, on a toutes sortes de réactions. On a des gens qui sont très heureux, ils voient les options d'explorer des pistes de financement, ils voient des options de travailler en équipe pour rêver un projet, le mettre en forme, faire un budget,
cogner à la porte du partenaire financier, que ce soit un bailleur de fonds ou un commanditaire. Mais il y en a d'autres, c'est l'enfer, hein? C'est le stress de l'année, il faut trouver l'argent pour maintenir les salaires, maintenir la programmation. Donc, on a à peu près toutes les réactions que vous pouvez voir en ligne présentement. Seule chose, c'est que vous avez raison de réagir de différentes façons. Puis, comme Céline le mentionnait tout à l'heure et la présidente, il faut réellement s'organiser. Je vais vous mettre aussi certaines sources. Imagine Canada, c'est le site pan-canadien qui documente qu'est-ce qui se passe dans le milieu associatif au Canada. Ça, c'est francophone, anglophone confondu, en milieu rural, en milieu urbain. Hey, on est plus de 170 000 organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif au Canada. Plein d'organismes qui frappent à plein de portes, privées, publiques, pour aller chercher un peu de sous. Pour maintenir de belles programmations, créer des emplois, offrir des services à la communauté. Mais si on regarde ce qui a été mentionné par Céline aussi, ça demande du travail de faire des demandes de subventions. 1/3 des revenus de ces organismes-là proviennent des gouvernements. Donc, à quelque part, il faut faire de bonnes demandes de subventions, oui, mais il faut aussi être très novateur puis trouver d'autres façons de lever des fonds. Si on regarde l'amalgame, ils vendent des billets de spectacle. Bien là, pas en temps de pandémie, mais quand on vend des billets de spectacle, c'est une façon de générer des revenus. Quand on fait une activité et qu'on vend des repas ou quoi que ce soit, c'est aussi une autre façon de générer des revenus. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition. C'est pour ça aussi que dans la communauté, c'est important de tisser des liens entre les organisations et quand on a le potentiel de penser à un meilleur projet, 2 ou 3 organisations ensemble, et de démontrer à nos partenaires qu'on travaille avec d'autres, bien, ça peut être très, très gagnant pour tout le monde. On peut peut-être avoir un peu plus de sources de financement pour soutenir nos projets. En passant, la règle d'or dans l'autofinancement, dans la diversification financière, c'est toujours plus difficile d'aller chercher des petites subventions que des grandes subventions. Donc, là-dessus, vous pouvez me mettre au défi. Mais avec mes 35 ans d'expérience dans le domaine, je peux vous dire que j'en ai vu toutes les couleurs. Là, je vais vous demander de prendre votre téléphone et d'aller sur www.menti.com. Si vous n'avez pas déjà entré le code, j'aimerais ça que vous nous écriviez rapidement. Vous avez 3-5 secondes où vous trouvez votre argent, vous, pour financer les projets de votre organisation. Puis quand je dis projet, ça peut être une activité, ça peut être une belle programmation continue, ça peut être un spectacle, ça peut être de démarrer une initiative. Donc, est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone et nous écrire, s'il vous plaît? Puis on va voir. Donc, ça devrait apparaître. Contribution des partenaires, subventions, dons. On voit que les subventions, hein, c'est très populaire, ça apparaît souvent. Si on l'avait écrit tout avec un mot simple, ça ressortirait plus grand. Il a été mentionné 3 fois, vente de billets. Là, il y a 3 personnes qui ont voté. Donc, on voit déjà qu'avec quelques personnes qui ont voté, il y a déjà 2 ou 3 stratégies. Subvention, vente de billets, demande de subvention et dons. Donc, on va aller un peu plus loin. S'il y en a 23 stratégies, ça veut dire qu'on doit vraiment approfondir. Maintenant, je vais vous demander encore là votre contribution. C'est que si vous avez un organisme, si vous faites partie d'un organisme, si vous êtes bénévole d'un organisme, puis vous essayez d'avoir l'argent qu'il faut pour réaliser votre projet, puis je vous demandais, c'est quoi vos solutions à vous pour diversifier votre financement au sein de votre organisme? Si vraiment la majorité des organismes n'ont pas accès à des subventions ou juste un tiers de leur budget est financé par des subventions, vous allez la chercher où, l'argent, pour bâtir votre budget global? Encore là, on va nous demander d'aller sur le téléphone ou votre cellulaire. Des partenariats. La personne qui a écrit partenariat, pouvez-vous activer votre micro juste un petit 30 secondes, nous expliquer à quoi vous pensez? Ben, si on n'a pas accès à des fonds gouvernementaux, je pense que c'est d'établir
des ententes ou des collaborations avec différents partenaires où chacun peut y apporter une contribution pour la réalisation d'un projet. Excellent. Merci, Céline. Il y a quelqu'un qui a écrit philanthrope. Ils sont où les philanthropes? Philanthrope, qui a écrit ça? Puis ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pouvez-vous activer votre micro? Oui, c'est moi. Et Vas-y. le philanthrope, c'est quelqu'un qui a les moyens le plus souvent et puis qui veut faire du bien avec son argent. Donc, on peut les trouver comme dans les... Il y a des fonds de dotation. Et puis, il y a tout simplement des familles aussi. Par exemple, la famille Taggart qui peut qui aide plusieurs organismes à but non lucratif à travers leur fondation. Donc, et puis... C'est un très bon exemple. Ben, je te remercie. C'est vraiment ça. Un philanthrope, ça peut être une personne ou un groupe de personnes, une entreprise privée qui vont faire un don, qui vont épouser une cause. Puis très souvent, les entreprises privées, comme l'exemple que Huguette nous a mentionné, vont créer une fondation et ça sera vraiment le véhicule pour faire des dons dans la communauté. Mais il y a plein d'autres stratégies aussi qu'on appelle de la philanthropie. Donc, quand on parle de diversification financière, ben, pas mal souvent, on a commencé là, pas mal tout le monde, de penser à organiser un tournoi de golf, à faire des défis comme se couper les cheveux pour ramasser de l'argent. Il y en a même qui vont faire porter des jeans le vendredi, vendre des oranges, vendre des chocolats. Mais en même temps, on se rend compte que plusieurs de ces stratégies-là, oui, ça va lever de l'argent, oui, ça va nous aider, mais le grand objectif de la majorité de ces activités-là, c'est parce qu'on va mobiliser beaucoup de bénévoles, puis on va être très visible dans la communauté. Donc, c'est gagnant-gagnant, visible, rayonnement, on est présent dans notre communauté, on lève des sous, puis on peut investir dans notre programmation, faire les activités de nos rêves. La seule chose, c'est que si vous demandez à tout le monde qui en ont fait des activités comme ça, oui, il y a beaucoup de bienfaits, mais ça demande tellement de temps de bénévoles ou de notre petite équipe de travail, puis ça peut être très, très exigeant. Donc, c'est difficile de le refaire à chaque année. Puis, il faut vraiment recruter de nouvelles personnes pour nous aider à le faire, mais ce sont des stratégies. En passant, je vais vous dire tout de suite, vous allez avoir un scoop. La seule place en Ontario français, en francophonie, qu'on va faire un atelier spécial qui vient tout juste d'être élaboré. C'est toujours avec l'ACFA SDG, c'est qu'on a identifié une vingtaine de sources de financement qu'on peut réaliser en temps de pandémie, qu'on peut réaliser en présence ou à distance pour lever des 2 000, 3 000, 4 000 $. Donc, je dois parler avec la directrice générale pour trouver le meilleur temps, mais ça serait peut-être un beau cadeau de Noël à donner aux organisations parce que vraiment, c'est nulle part ce contenu-là, puis c'est toutes des approches éprouvées. Mais ceci dit, on va continuer avec la session. Donc, quand on parle de diversification financière, il ne faut pas juste penser d'aller chercher une variété d'argent par des subventions, des dons, des contributions. On peut aussi regarder comment on gère notre argent. Donc, peut-être se donner des meilleures façons de contrôler notre budget, de mieux gérer notre argent, de travailler avec les autres organisations autour de nous, parce que si tout le monde achète du papier pour leur organisation, peut-être que si on se met ensemble, on peut avoir, on appelle ça des économies d'échelle, parce qu'on va avoir un meilleur prix, parce qu'on va pouvoir acheter ensemble, donc par des collaborations, par aussi le partage de locaux. Si on regarde le centre Charles-Émile Claude, d'avoir sous le même toit le bureau de l'ACFA SDG, ça rend aussi un local accessible à l'ACFA SDG. Puis il y a de plus en plus un peu partout des espaces comme ça où est-ce que 2, 3 organismes se retrouvent sous le même toit. Puis à ce moment-là, ils peuvent se payer un loyer. Puis, il y en a d'autres qui vont développer ce qu'on appelle une culture entrepreneuriale. Ça veut dire qu'ils vont de plus en plus essayer de trouver qu'est-ce qu'ils pourraient vendre comme produits et services qui sont en lien avec leur mission, là. On ne va pas vendre des beignes si on travaille sur la violence faite aux femmes. On va trouver un produit, un service qui est en lien avec notre mission
parce qu'on est bon là-dedans, c'est notre mission, il travaille. Puis ça se peut aussi qu'on puisse vendre un produit, un service dans la communauté. Donc, on développe notre côté entrepreneurial, puis souvent, on crée une entreprise sociale. Ça peut aller jusque-là. Ce qu'il faut se rendre compte, messieurs, dames, c'est que le financement est réellement pluriel et qu'à la fin de la journée, ben, des partenaires financiers n'ont pas dépensé l'ensemble de leur budget pour financer des causes. Pourquoi? En tout cas, du côté francophone, ce qu'on a vu en Ontario, c'est que plusieurs fondations, majoritairement anglophones, mais qui aimeraient ça financer des projets même de la communauté francophone, on ne se connaît pas. L'Aidla Foundation, puis Alterna Foundation, puis Canadian Alternative Investment in Co-op, toutes ces affaires-là qui existent, puis il y en a plus d'une centaine. Souvent, il y a une méconnaissance entre la francophonie et eux. Sauf que moi, je peux vous dire, j'ai fait plein d'ateliers, puis quand je donne des exemples dans mes ateliers, je ne donne que des exemples de la francophonie, puis des belles pratiques de chez nous. Puis là, le monde me dit, ben voyons, c'est un beau projet, ça. Pourquoi ils ne nous approchent pas? On financerait ça. Bien, souvent, il y a une distance. C'est sûr que tout ce qui est financement public, les services sont bilingues. Donc, on peut soumettre nos projets en français ou en anglais, puis avoir accès à du financement. Mais dans le financement privé, si on approche une entreprise anglophone, il va falloir soumettre peut-être le descriptif de notre projet en anglais. Puis si on approche une fondation anglophone qui aussi travaille dans notre région, bien, il va falloir aussi faire des efforts à ce niveau-là. Ce n'est pas tout le monde qui est régi par la loi sur les langues officielles. Les gouvernements, oui, les services publics, oui, mais pas les autres entités. Mais vous voyez, il y a aussi le financement autogénéré, puis il y a l'innovation financière. Donc, on se lance. Ça, c'est les 23 stratégies. Puis le scoop que vous allez avoir, c'est que entre le 13 et le 14, c'est là que j'ai rajouté à peu près une vingtaine de sous-idées et sous-stratégies super concrètes. Puis on fera un webinaire juste là-dessus, puis ça sera juste dans SDG. Avis à la francophonie, venez nous retrouver à SDG en mode virtuel à un moment donné pour découvrir ces stratégies-là. Mais si on commence par la bulle du financement privé ou de l'investissement, parce que oui, il peut y avoir de l'investissement dans du développement communautaire. Ah, puis Céline, à tout le monde, oui, le PPT vous sera envoyé. Puis oui, le lien aussi avec l'enregistrement vous sera envoyé. Puis on espère que vous allez le partager au sein de la francophonie parce que c'est triste que juste quelques organismes qui connaissent 3, 4, 5 de ces stratégies-là. L'idée, c'est qu'on est tellement plus riches ensemble quand on partage nos connaissances ou nos sources de financement. Donc, si on regarde, dans le financement privé, il y a le microcrédit. Ça, c'est du crédit, c'est du prêt. Ça peut être donné, prêté à un organisme, ça peut être prêté à une entreprise d'économie sociale, à une coop, mais avec des conditions super bonnes. On va y revenir dans quelques minutes parce qu'il y a un petit projet qui se développe dans Stormont, Dundas, Glengarry. Puis, il y en existe une trentaine au Canada. Il y a les cercles d'emprunt, un groupe de personnes dans une communauté qui décident, puis ça, c'est inspiré des femmes en Afrique, des femmes en Amérique latine, les bancos communales, les tontines. C'est quand un groupe de personnes se mettent ensemble et qui disent, écoute, à chaque mois, on va mettre un montant, puis à tous les 6 mois, une personne va prendre la cagnotte, l'ensemble du montant pour appuyer son propre projet à elle. On les appelle les cercles d'emprunt. Toutes personnes sont engagées là-dedans pour soutenir un projet et ça va vraiment, vraiment bien. Il y en a presque un peu partout. Puis s'il n'y en a pas dans notre région, on pourrait en créer un. Le capital patient, c'est qu'il y en a des organismes qui disent, mon Dieu, on aimerait créer, je ne sais pas, une bâtisse de la Maison de la francophonie à Stormont, Dundas, Glengarry. Là, je ne sais pas si Céline et la présidente sont en train de sourire parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que c'était dans le rêve de plusieurs. Mais quand on veut acquérir une bâtisse, bien, on a souvent besoin d'une hypothèque. Puis cette hypothèque-là, bien, on veut l'avoir au meilleur coût possible, puis au meilleur taux d'intérêt. Des fois, on voudrait là, que ça soit du capital patient dans le sens qu'on paierait les intérêts, mais on paierait le capital juste d'ici 15 ans. Ça veut dire que toute la bulle du privé, que ce soit capital patient, cercle d'emprunt, microcrédit, prêt des membres, tout ça, il existe pour le milieu communautaire des prêts à notre mesure, avec de bonnes conditions, mais on ne le regarde pas, ça. Parce que soit qu'on a peur d'aller chercher un prêt, parce qu'on a peur de lever assez d'argent et de ne pas être capable de le rembourser,
Mais dites-vous que maintenant, dans l'innovation financière, ça fait partie des nouvelles pratiques où est-ce qu'on rend de l'argent disponible quand la subvention, on ne rentre pas dans les priorités, puis on ne peut pas soumettre notre projet, mais il y a peut-être des prêteurs qui ont le cœur sur la main et qui veulent nous prêter de l'argent à bonnes conditions. Ceci dit, dans la finance sociale et solidaire, comme je disais tout à l'heure, il y a le microcrédit. Mettre l'argent au service d'une cause. Imaginez, mettre l'argent au service d'une organisation, ben, c'est un mouvement planétaire. Ça a commencé, comme je disais, dans différents pays. C'est très présent en Ontario, c'est très présent en francophonie. Les caisses populaires ont déjà fait des choses avec le Conseil de la coopération, avec un fonds. Les sociétés d'aide de développement des collectivités, celles de Stormont, Dundas, Glengarry, puis les autres en province, les vingtaines d'autres, ont aussi des fonds pour soutenir ce genre de développement-là. Puis, si vous allez voir, dans leur programme, ils vont écrire les organismes à but non lucratif. On y a accès à cet argent-là. Mais le gouvernement se pose des questions. Étant donné qu'il y a autant d'argent qui peut être prêté à des organismes et que les organismes sont un peu frileuses à demander un prêt, bien, ils ont créé un programme qui s'appelle Préparation à l'investissement. Puis là, c'est comme s'ils voulaient nous attirer pour qu'on développe notre capacité et notre désir d'aller chercher un prêt si on est bien convaincu de notre projet, puis de se donner un bon budget pour être capable de rembourser. Mais il y a une partie de ce financement-là, ça peut être une partie subvention et prêt, ou juste subvention pour qu'on soit prêt à diversifier nos sources de financement, puis développer notre marché. Donc, ça s'appelle le programme de préparation à l'investissement. C'est toujours en cours. Si on rentre dans les subventions maintenant, donc oui, les subventions, je vous propose 2 dessins. Il y en a que pour la première fois, quand ils écrivent une demande de subvention, puis qu'ils s'assoient, puis là, ils commencent à regarder dans Google, dans l'Internet, financement pour soutenir un projet culturel. Bien là, il y a plein d'informations qui sortent, puis on ne sait pas des fois où est-ce qu'elle est la porte. On ne sait pas à qui on devrait parler. Puis on ne sait pas non plus souvent comment faire une bonne demande de subvention. Moi, je donne des ateliers dans le domaine depuis très longtemps. Puis il y a même du monde qui venait à mes ateliers et qui ont dit, je ne comprends pas. J'ai fait 25 demandes, puis j'ai eu 0 de réponse positive. Puis je leur disais, ben racontez-moi, c'est quoi le problème? Puis là, ils me disaient, ben oui, ben tu sais, il y avait 15 questions, puis 2 questions ne nous concernaient pas, donc on n'a pas répondu. Mais à la fin, on a quand même envoyé notre formulaire. Ben, il y a des trucs comme ça. D'ailleurs, il faut toutes répondre aux questions. Il faut toutes trouver des bonnes réponses qui sont en lien avec qui on est comme organisation. Mais sur ce, je vais inviter Céline, je vais mettre une diapo. Mais Céline, qu'est-ce qui fait en sorte, comme ta présidente a dit, que ça fonctionne, écrire des bonnes demandes de subvention? Si tu avais 2 ou 3 conseils à donner aux gens, ça serait quoi? Puis tu n'as pas besoin de lire la diapo, les gens vont pouvoir le lire en même temps qu'ils t'entendent. C'est quoi tes trucs à toi comme directrice générale de l'ACFO? Ben, moi, je pense que le succès, c'est d'abord d'avoir un projet. OK? Ensuite, d'avoir déjà établi des collaborations avec des organismes intéressés par ce projet-là. Puis ensuite, viennent les opportunités gouvernementales. Mais plutôt que l'inverse, c'est-à-dire, il arrive une opportunité gouvernementale, puis là, il faut trouver le projet qui cadre dans les critères, puis là, trouver les partenaires à dernière minute. Fait que je pense que c'est l'inverse. Tout le monde établit déjà des partenariats, des collaborations, des discussions déjà entamées autour de projets possibles, autour de rêves qu'on veut établir ensemble. Puis je pense que c'est le numéro 1 en haut de la liste avant de faire une demande de subvention. Voilà. Merci beaucoup. Puis, avec ce que je projette présentement, quand tu regardes des trucs et des astuces, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais peut-être oubliées, comme lire les critères de sélection, le guide qui explique comment remplir le formulaire, s'assurer qu'on est admissible, répondre à toutes les questions, respecter les dates limites. Là, j'ai aussi rajouté dans ma tête, parce que je vois que ce n'est pas la bonne diapo, je n'ai pas rajouté l'autre diapo qui venait avec, je l'ai écourté, mais de parler à l'agente ou l'agent pour si on a des questions, avant d'essayer de répondre, éviter les fautes, puis vraiment de s'assurer qu'on est dans les critères. Est-ce que ça couvre pas mal
les choses qu'on doit faire, qu'on doit s'assurer que c'est bien fait? Oui, je pense que ce qui est essentiel, c'est d'abord de discuter avec l'agent le plus possible. La majorité du temps, c'est faisable, mais des fois, c'est pas une pratique d'un ministère. Donc, mais habituellement, vous êtes capable de parler de votre projet, puis l'agent est capable de vous dire si c'est recevable ou pas. L'autre chose, c'est que de plus en plus, on a des demandes de subventions où on doit les remplir en ligne. Vous assurez que ce qui est présenté dans le guide pour élaborer la demande de subvention, allez voir en ligne ou pire, mettez des réponses fausses pour vous permettre d'aller jusqu'au bout du formulaire parce qu'on s'est aperçu, même dernièrement, à 2 reprises, quand on est allé remplir les formulaires en ligne, c'était pas tout à fait les mêmes questions et c'était pas non plus le même nombre de mots acceptables. Donc, quand tu es obligé à la dernière minute de réécrire ta réponse, parce que là, tu dois passer de, je sais pas moi, de 500 mots à 500 caractères, c'est bien différent. Voilà. Exactement. Bien, merci. Puis, les bailleurs de fonds, moi, ce que j'ai eu le privilège de faire avec les années, c'est que des fois, des bailleurs de fonds m'ont invité à qu'on fasse des animations d'ateliers ensemble. Ça, c'est dans le cadre d'un atelier que je donnais avec la Fondation Trillium de l'Ontario. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a notre côté de la médaille quand on soumet une demande, puis il y a leur autre côté de la médaille. Qu'est-ce qu'ils regardent? Donc, ils vont regarder les liens avec la priorité de leur programme de financement. Donc, si à quelque part, on essaie de rentrer un projet carré dans une demande de subvention ronde, ça veut dire que notre projet ne répond pas aux critères du programme de financement, bien, ça ne passera pas. Donc, eux autres, ils regardent tout de suite si toute la documentation déposée, elle est complète, si le projet qu'on dépose est en lien avec les priorités. Ils vont regarder la qualité des promotrices, promoteurs. Ce n'est pas pour rien qu'ils demandent les membres du conseil d'administration au début de la demande ou les personnes qui vont parler au nom de l'organisation. Puis ils vont aussi vous demander votre site Internet, puis vos documents, règlements administratifs, c'est la première fois. Il y en a même qui vont demander une copie de vos statuts parce qu'ils veulent vous découvrir, puis voir si vous annoncez la même mission, raison d'être de votre organisation dans tous ces documents-là. Il y a souvent une question sur le risque relié à certaines activités que vous allez proposer. Puis là, il faut vraiment des fois, même si ça va jusqu'à dire comment vous allez gérer ce risque-là, avez-vous des pistes de solutions? Qui veulent savoir avant même que ça aille mal, si nous, on a des solutions à mettre en œuvre. Ils vont aussi voir dans la présentation du projet si c'est logique, s'ils le comprennent, si c'est aligné aux priorités du bailleur de fonds, si c'est crédible, si on a la capacité comme organisation de respecter nos engagements, s'ils nous financent, là, puis qu'on peut juste faire le projet à moitié, bien, ça va être pas bon pour le bailleur de fonds, mais pas bon pour nous non plus dans notre crédibilité, puis dans ce qu'on s'est engagé de faire dans la communauté. Ils vont regarder l'historique de l'organisation, puis certaines garanties. Si on a des assurances, si on dit qu'on a des partenariats, est-ce qu'on a des ententes signées avec les partenaires, comment les tâches sont partagées. Puis si on donne des références, parce que souvent, ils vont en demander, bien, s'il vous plaît, contactez les personnes dès que vous mettez leur nom ou avant de mettre leur nom pour vérifier si c'est correct que vous mettez leur nom comme référence, parce que oui, il y a des bailleurs de fonds qui vont les appeler pour vérifier si eux, ils vous connaissent ou connaissent le projet. Puis personnellement, moi, j'ai reçu des appels des fois, puis j'étais contente que mon téléphone avait l'indicateur, là. Je pouvais voir l'identifiant parce que je me suis dit, ben voyons, je ne fais rien avec la Fondation Trillium de ce temps-ci, pourquoi qu'ils m'appelleraient? Donc, je ne répondais pas, j'écoutais le message, puis le message, à chaque fois, c'était, bon, ben votre nom nous a été donné, tel organisme dépose tel projet, les connaissez-vous le projet? Puis là, j'appelais l'organisme pour dire, une chance, je n'ai pas répondu, je ne savais pas que vous déposiez tel projet. Donc, assurez-vous de bien d'informer vos références parce que ça va juste jouer positivement en votre faveur. Avant que je passe aux commandites, Céline, est-ce que tu as un complément pour les subventions? Non, tout est beau pour moi. Bon, puis là, je vais te mettre, pendant que ton micro est allumé, parce que depuis quelque temps, surtout avec votre plus gros projet phare, qui est le concours LOL, vous avez, oui, des bailleurs de fonds,
vous avez des entrées d'argent parce que vous vendez des services de formation dans les conseils scolaires et tout ça, mais vous avez aussi des commandites. Puis juste avant que je rentre dans le b.a.-ba de comment approcher des commanditaires, puis qui ils sont, puis c'est quoi leur intérêt, veux-tu nous partager un peu votre expérience par rapport à trouver un bon commanditaire qui s'embarque avec vous puis qui vous appuie pour vrai, là? Pas ceux qui sont difficiles, mais ceux qui appuient la cause. OK. Ben, on va prendre, comme tu disais, l'exemple du concours LOL. C'est que la première année, on avait approché plusieurs partenaires financiers. Mes commandites, je les appelle mes partenaires financiers. Et plusieurs de ces partenaires financiers-là nous ont suivis d'année après année. Le seul qui s'est rendu à la 7e édition, c'est Desjardins. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, au fur et à mesure qu'on prenait de l'expérience de ce projet-là, ben, on a été en mesure de présenter différentes visibilités, différentes offres à Desjardins qui ont fait que l'offre a été renchérie d'une année à l'autre. Et Desjardins nous a offert un montant, on est parti d'un montant beaucoup plus minime, peut-être 25% de ce qu'on a là présentement. Puis, on est toujours en train de travailler avec eux à trouver l'équilibre entre ce qu'on peut offrir et ce qu'eux peuvent recevoir comme visibilité. Mais on est en constante, si tu veux, création et de projets et de nouvelles offres d'année en année. Et cette année, vraiment, il y a une offre qu'on va mettre sur la table au niveau, par exemple, de la formation. Fait que c'est ça. Merci, Céline. Oui, c'est de bâtir sur ce qu'on a déjà, puis de créer, si tu veux, de nouvelles ententes, d'année en année. Merci. Donc, il y a des commandites en argent, il y a des commandites en nature, en service, il y a des commandites médiatiques. Un bailleur de fonds qui vous dirait, ben, nous, on va vous donner de la publicité à chaque semaine, 10 minutes par jour, pendant un mois, puis ça vaut tant. Donc, nous, on va lui donner la visibilité pour cette contribution-là en nature. On n'a pas besoin de payer pour. Ce qu'on méconnaît en francophonie, c'est les congés solidaires. Ça peut être avec la municipalité, ça peut être avec des fonctionnaires, ça peut être même dans l'entreprise privée, où est-ce que les gens, les employés peuvent demander d'aller faire un congé solidaire dans la communauté. Donc, nous, on ne les paye pas parce qu'ils ont toujours leur salaire de leur employeur, mais ils peuvent venir nous aider avec de la comptabilité, avec de la technologie, avec toutes sortes de compétences qu'ils ont dans leur milieu de travail. Puis ça existe de plus en plus, les congés solidaires. Puis j'ai déjà vu des fonctionnaires, même du gouvernement fédéral, aller travailler dans des organismes francophones pendant quelques semaines ou quelques mois pour amener cette expérience-là à la communauté. Donc, les commandites, c'est vraiment une entente, c'est vraiment une transaction. Il y a vraiment souvent un contrat écrit. Comme Céline l'a dit, si on a une relation à plus long terme, habituellement, on signe une entente. Ce n'est pas de la philanthropie. Les gens ne vous donnent pas de l'argent, là. Il y a une entente tacite où est-ce que, oui, ils investissent dans votre cause, mais oui, il y a un retour sur leur investissement, puis de la visibilité. Les deux sites que je vous ai mis, Partnership Group, eux autres, ils ne documentent que ça, les commanditaires gagnants et comment ça soutient du travail dans la communauté. Puis Imagine Canada, comme je l'avais mis tout à l'heure, eux autres aussi documentent cette forme-là d'investir dans la communauté. Oui, c'est une autre source de revenus. Il n'y a pas de restriction pour dépenser habituellement l'argent. Exemple, le montant d'argent que Céline reçoit pour le concours LOL, elle le met sur le concours LOL, elle n'est pas liée là, vraiment à dépenser pour acheter de l'équipement ou quoi que ce soit. On lui donne de la latitude, puis elle, en retour, elle lui donne de la visibilité. Ça peut ouvrir la porte aux employés et puis aux superviseurs, soit de l'entreprise, du fonctionnaire ou de la municipalité, de dire, tu sais, l'entreprise, elle décide de nous faire comme Desjardins 25 000 on pourrait relancer Desjardins puis dire, écoutez, toute votre équipe de travail, s'ils ont le goût de venir faire 5 heures de bénévolat pendant l'année, nous, on va les accueillir. Encore là, en francophonie, on n'est pas très, très habitué, mais ça se fait de plus en plus. Actuellement, quand une entreprise embrasse une cause, ils aimeraient ça aussi que leurs employés mettent la main à la pâte.
La firme de comptable Marcille Lavallée à Ottawa a souvent commandité la Nouvelle-Scène, qui est une entité francophone. Bien, souvent, les employés ont été aussi mis à contribution pour soutenir l'activité artistique et culturelle. Il y a 1,570 milliard de dollars qui sont mobilisés au Canada via des commandites. L'argent qui est dépensé, c'est surtout le sport professionnel, les festivals, les foires, les événements, les sports amateurs, les attractions. Le communautaire, on est aussi là-dedans. 50% des décideurs disent prendre leurs décisions en septembre ou octobre, donc en début de notre année. Ceci dit, si on les approche en décembre ou si on les approche en mars, c'est peut-être pas un bon temps. 70% des commandites sont effectuées au niveau communautaire et au niveau local. Donc, même s'il y a des grandes thématiques, ça peut être sport professionnel ou sport amateur, festival, activités artistiques, vraiment des activités qui se passent au niveau local. Donc, il y a des grands changements dans la commandite. Pourquoi? Ce monde-là, il regarde qui finance tout le travail qui se fait dans la communauté. Il voit que les bailleurs de fonds il y a eu des coupures, il y a eu des budgets qui ont été coupés, budgets publics qui ont diminué, le nombre d'organismes a augmenté, il y a plus d'activités dans la communauté. Donc, eux autres ont voulu vraiment faire une différence. Puis honnêtement, plusieurs entreprises même se rencontrent dans leur chambre de commerce, dans leur réseau d'affaires, puis ils parlent de stratégie de commandite pour être efficaces là-dedans. Donc, les demandes les plus appréciées des commanditaires, c'est les dons en argent ou l'offre de leur équipe de travail de venir faire du bénévolat ou dans nos organisations. Puis les demandes les moins appréciées, c'est quand on leur demande de venir faire une conférence. Parce que là, il faut qu'ils préparent le contenu. Ce n'est pas juste de se libérer des heures pour aller donner du temps à une bonne cause, c'est qu'ils ont besoin de préparer un contenu. Puis tout ça, ils aiment moins ça, mais souvent, nous, on tombe dans le panneau puis on pense qu'ils aimeraient ça. Donc, un processus gagnant, il faut avoir une vision commune. Donc, Céline, quand elle disait qu'elle avait approché Desjardins, il a fallu qu'ils se parlent assez longtemps pour avoir la même vision de ce qu'ils feraient ensemble. Pourquoi la commandite serait donnée? Oui, c'est pour tel projet, ça va soutenir quoi? Et la visibilité. Donc, vision commune et partagée. Puis là, entente formelle, être clair sur les rôles et responsabilités, trouver une façon de partager les risques, dans le sens que si jamais on a promis qu'il y aurait 150 000 personnes qui viendraient voir un spectacle, puis oups, une pandémie arrive, la pandémie arrive, puis on ne peut pas faire de spectacle, puis on ne s'en va pas en mode virtuel. Il va falloir se rasseoir avec notre commanditaire et dire, écoutez, on va vous donner un autre genre de visibilité ou on va repousser dans le temps parce que là, on n'a pas pu rendre ce qu'on vous avait promis. Donc, être clair sur le bénéfice, l'engagement, puis la motivation des partenaires. C'est quoi la petite carotte qui va attirer les commanditaires? Bien, c'est parce qu'on va prendre le temps de les remercier. C'est aussi une façon, eux autres, s'ils s'associent à notre projet, comme Desjardins en s'associant au concours LOL, à la jeunesse franco-ontarienne qui croit dans l'humour, bien, eux, ils projettent leur logo, puis c'est une façon de montrer à leurs propres clients, clientes, donc ceux et celles qui ont des comptes à la caisse, de dire, regardez, moi, je suis un citoyen responsable, puis j'appuie des projets dans ma communauté. Donc, c'est une façon de dire à la communauté, merci de faire des affaires à la caisse, parce que regardez, la caisse aussi, on y croit dans la communauté, puis on redonne à notre communauté. Donc, c'est une façon de dire merci à la communauté de deux façons. Il ne faut pas se leurrer, hein? Les commandites amènent plus de ventes ou plus de comptes dans une institution financière. Ça peut augmenter la notoriété de l'entreprise ou de l'institution financière. Ça peut permettre aussi à ce monde-là, vu qu'ils sont plus connus dans la communauté quand ils cherchent du personnel, de peut-être rejoindre du monde qu'ils n'auraient jamais rejoint autrement. Donc, oups, un instant, la diapo ne veut pas changer. Les meilleurs moments pour approcher les commanditaires, c'est quand vous êtes prêt. Céline, elle n'aurait jamais approché Desjardins si elle n'avait pas été prête, si le projet n'avait pas été assez mûr pour proposer quelque chose d'intéressant. Et ça, on le fait. Au début de l'année fiscale du commanditaire, ça peut être intéressant. À la fin de l'année fiscale d'un commanditaire, parce qu'il peut rester une fête tiroir, puis il aimerait bien ça dire, ben j'ai quand même donné ça à quelque chose d'important dans la communauté. Puis, je vous ai aussi mis dans une diapo, vous allez voir plus tard, qu'est-ce qu'on devrait voir habituellement dans une proposition de commandite efficace. Il y a des raisons pour l'échec. Encore là, quand on fait trop de copier-coller, on approche 5 partenaires potentiels pour des belles commandites. Puis là, tout d'un coup, on fait du copier-coller. On propose la même affaire à tout le monde. On donne la même visibilité à tout le monde. Puis tout d'un coup, dans notre copier-coller, on fait une petite erreur. Puis eux autres, ils lisent le document et ils disent, bien voyons, ils ne nous parlent pas, nous autres. Hey, il donne, pour moins d'argent, il lui donne autant de visibilité que moi.
puis des choses comme ça. Donc, il faut éviter ça. L'entente doit toujours être personnalisée. Il faut utiliser, ils nous donnent des logos pour les rendre visibles. Il faut utiliser les bons logos, les bonnes couleurs. Il ne faut pas être trop créatif. Eux autres, c'est leur image de marque. Ceci dit, on va aller naviguer un petit peu dans l'innovation financière. Je vous l'ai dit, hein, que ce serait le rigodon du financement ce midi. J'espère que vous êtes en train, pas trop de manger, puis en train de dire que ça va être difficile à digérer, mais j'espère que ça vous amène de l'air pour bien respirer puis de voir autour de vous, parce que nos organismes ont fait tellement des affaires importantes pour monsieur, madame, tout le monde, pour nos jeunes, pour nos aînés. À quelque part, il faut vraiment que nos beaux projets, puis que nous autres qui travaillons fort pour les développer, appuyer nos conseils d'administration, qu'on puisse trouver le bon match, les gens qui vont vraiment croire en nous puis nous financer. Donc, une autre façon de mobiliser des fonds, saviez-vous ça? Vous savez que les entreprises privées peuvent convaincre des actionnaires d'investir dans leur entreprise. Mais saviez-vous qu'un organisme communautaire peut émettre des obligations communautaires pour faire la même chose? Pour aller chercher dans la communauté un investissement dans la communauté. Imaginez, là, si tout votre réseau social, votre réseau humain autour de vous pouvait être transformé en réseau financier quand vous avez un beau projet. Bien, il y a des organismes qui y ont cru. Quand Radio-Canada a fermé le Grand Costumier, vous savez, toutes les émissions qui se font en Radio-Canada, tous les beaux costumes qu'on voit, bien, il y avait des milliers de costumes. Puis là, changement de gouvernement, on nommera pas le parti. Puis là, il dit, bien, ça coûte trop cher, maintenir un grand costumier. Bien, la communauté s'est mise ensemble. La communauté, pas juste de Montréal, là, de partout. Puis les gens ont investi. Je ne me rappelle plus c'était quoi les montants, mais on a investi pour sauver cette entreprise. On a transformé ce service-là de Radio-Canada en entreprise d'économie sociale. On a sauvé tous ces costumes-là. Puis présentement, on peut même les louer si on a un événement ou une activité. Imaginez tous les costumes qui ont été créés pour des productions de télé, pour des films et tout ça. Donc, on a créé le Grand Costumier. Ça a été possible en émettant des obligations communautaires. Oui, on a pu aller chercher quelques subventions, mais ce n'était pas assez. Mais en allant chercher l'appui de la communauté, ça a été possible. Le cinéma du parc il a été sauvé. C'est un cinéma comme un peu le Bytown à Ottawa qui est en train de fermer. La communauté du quartier a dit non, 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 non. C'est notre cinéma de notre communauté. On va le sauver. À Perth, la communauté a fait la même chose. Bien là, ce cinéma-là, j'ai juste pris des exemples francophones, sinon j'aurais des exemples anglophones en Ontario. Mais la communauté a dit non, on va le sauver, notre cinéma. Et chaque membre de ce quartier-là ont mis de l'argent, ont investi des obligations communautaires. La communauté a racheté le cinéma et c'est devenu un cinéma tellement vivant parce que là, ça crée des emplois pour nos jeunes, ça devient le lieu de rassemblement de la frontière. Puis c'est vraiment des espaces bien. Il y a le bâtiment 7, il y a le Théâtre Empress, il y a le Center for Social Innovation à Ottawa qui a fait la même chose. Puis on commence à le voir de plus en plus. Mais savez-vous quoi? Il a fallu que ça se passe en Ontario, qu'on découvre qu'on pouvait mettre des obligations communautaires. Après ça, le Québec, il a regardé comment on faisait ça en Ontario. Puis après ça, eux autres, ils ont développé un guide aussi. Puis le guide existe, obligations communautaires. Il est gratuit en ligne. Puis, si vous ne le trouvez pas en dactylographiant, vous pouvez nous écrire à la FOSDG et on pourrait vous mettre en lien. Plein d'autres façons de sauver de l'argent. C'est si on se met ensemble pour acheter des choses que tous les organismes ont besoin, si on partage des ressources. On voit ça beaucoup dans le milieu des arts. Les organismes ne peuvent pas se payer un comptable plein temps. Puis tout d'un coup, ils se mettent 4, 5, 6 organismes ensemble, mais ensemble, ils peuvent donner une bonne job à quelqu'un qui va faire la comptabilité pendant 5 jours semaine. Donc, la personne a un meilleur emploi, puis les organismes ont un bon service, puis là, il y a une belle solidarité. Puis les autres items, je les avais mentionnés, espace partagé, achat collectif. Puis là où il y a de l'innovation, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a des communautés qui disent qu'il faut appuyer nos organismes locaux. Il faut appuyer nos entreprises locales. Puis là, c'est un genre de projet, ça, qui touche autant aux entreprises qu'aux organismes. Il y a des communautés qui se créent une monnaie locale, un peu comme l'argent Canadian Tire. Mais l'argent Canadian Tire, quand vous allez acheter chez Canadian Tire, il faut utiliser votre argent Canadian Tire, votre carte Canadian Tire chez Canadian Tire. Mais il y a des communautés qui ont dit non, non, non. Il faut aider le monde à acheter chez nous, à soutenir nos organismes chez nous. Puis, on crée une monnaie locale. Ça existe à travers la planète. La dernière qui a été créée, puis là, il y en a qui, les plus vieux qui sont en ligne, vous allez rire un peu, ça s'appelle le blé. Moi, mon grand-père, quand il parlait d'argent, il ne parlait pas d'argent, il disait du blé. J'ai du blé dans mes poches. Puis j'étais comme, j'avais 4 ans.
Comment ça, grand-papa a du blé dans ses poches? Bien, lui, du blé, c'était du cash. C'était ses dollars, c'était ses cents. Puis avec 25 cents, on allait s'acheter bien des affaires, laissez-moi vous dire. Même avec 5 cents à l'époque. Donc, ça fait en sorte que vous voyez un peu c'est quoi mon âge. Mais ça veut dire que cette pratique-là de se donner une façon d'être solidaire ensemble, même entre entreprises privées et organismes communautaires, bien, ça existe. Puis pourquoi pas le faire chez nous, ce genre d'affaires-là? Puis là, oui, il y en a qui vont développer le côté entreprise, soit qui vont se transformer en entreprise sociale, donc ils vont vendre de plus en plus de produits et de services, ou ils vont avoir un de leurs branches ou un projet qui va être leur entreprise sociale, un peu comme la FOSDG avec leur concours LOL. Puis il y en a d'autres, éventuellement, ils vont créer une autre structure à côté qui va être l'entreprise. L'entreprise va vendre des produits et des services, puis l'argent qu'on a, les surplus, vont être réinvestis dans la mission de l'organisation. Je sais que je vous lance ça vraiment rapidement, mais ce que je veux vraiment vous retenir, c'est qu'il y a plein de façons. Ma grand-mère, elle disait tout le temps, l'argent attire l'argent. Donc, il y a plein de façons qu'avec nos propres argents qu'on a dans nos budgets, qu'on pourrait en attirer d'autres argents, que ça vienne du public, du privé, tout ça. Et là, on rentre dans le monde de la philanthropie. Assurément, il y a le don, la contribution. Il y a une belle pratique en ligne qui s'installe de plus en plus. On appelle ça les campagnes P2P, donc pair à pair. Donc, moi, je m'associe à l'ACFO-SDG, je crois dans la programmation de l'ACFO-SDG, je peux aller en ligne, il y a des plateformes sécurisées. D'ailleurs, il y en a une que j'ai trouvée dernièrement, elle est totalement gratuite. Je vais parler de la cause ou du projet de l'ACFO-SDG et j'invite ma famille, mes amis, mes réseaux de contacts à faire comme moi. Donc, moi, je fais déjà un don, puis j'invite tout le monde à faire des dons. Là, je ne vous parle pas de quelque chose que je n'ai jamais essayé. J'étais présidente de Carrefour International, puis on appuyait des projets comme au Mali, au Sénégal. Donc, tu es au Canada, puis là, tu dis, comment je peux vraiment appuyer là-bas, tu sais? Puis là, il y a une employée qui a dit, hey, il existe une plateforme, ça s'appelait AKA Raising, et on va essayer ça. Et vraiment, là, je ne vous mens pas en dedans de 10 heures. Puis là, c'est 5 minutes là, 15 minutes là, je préparais mes petits messages. J'avais juste besoin de peser sur le bouton, puis là, je rentrais mes courriels. Les gens pouvaient recevoir un courriel personnalisé avec leur nom à bonne place. Vous savez, quand vous recevez une pub, puis vous dites comment ça se fait qu'ils ont reconnu mon nom, ils ont fait un mariage avec des données en ligne, puis vous recevez une lettre personnalisée, bien, ces plateformes-là font ça, mais de façon beaucoup plus humaine. Puis en dedans de 10 heures, avec des 5, 10, 15 minutes là, en dedans de 2 semaines et demie, j'ai élevé 3 500 $. Ça, c'est parce que 10 heures, c'est que j'étais en train d'apprendre la plateforme. L'année suivante, j'ai même dépassé ce montant-là. Puis j'ai ajouté des gens, pas juste de ma famille. Je me suis dit, il ne faut quand même pas, j'étais trop mes oncles, puis mes tantes, puis mon frère, ma soeur, mes enfants. Là, je voulais aller plus loin. Donc, j'ai rajouté une 50aine d'autres courriels. Et je vous dis, là, quelqu'un lit le courriel, vous recevez une alerte pour dire que le courriel est ouvert. Oups! Réponds à ton courriel qu'elle ne peut pas. C'est un non. Vous recevez une alerte, puis là, vous pouvez aller dans votre plateforme puis dire « Je te remercie d'avoir regardé la cause, puis je te remercie de m'avoir répondu que tu ne peux pas donner à ce moment-ci, puis je te souhaite une bonne journée. » Puis là, oups, j'avais une alerte, quelqu'un avait fait un don. Là, je retournais sur la plateforme, je pesais sur le bouton ma lettre de remerciement. Yeah, merci, je suis contente, tu appuies la cause qui me tient à cœur. Hey, tout ça, j'avais écrit ça au début, puis je faisais juste activer le bon message pour vous dire à quel point ça fonctionne. Puis comme je vous dis, j'ai eu une belle trouvaille il y a moins de 48 heures avec une plateforme gratuite. Et de là a découlé le sociofinancement. Imaginez, Forbes, là, c'est une grande magazine à travers le monde, 2020 dit qu'il va y avoir 1 milliard de dollars qui va être investi dans des projets. On appelle ça du crowdfunding en anglais, du sociofinancement, du financement participatif en français. La première plateforme a été créée en 2003, un groupe de musiciens à Chicago qui voulait produire un CD parce que oui, en 2003, on produisait encore des CD, des disques compacts, puis il n'y avait vraiment pas d'argent. Puis là, ils se sont dit, puis dans ce temps-là, ce n'était pas en ligne, il y avait des courriels, mais c'était le plus, là. On ne pouvait pas se texter vraiment. Donc, par courriel, ils ont écrit un message à du monde, puis ils ont invité ce monde-là à l'envoyer à d'autres mondes, puis ils ont expliqué leur projet, puis ils ont tout levé l'argent qu'ils avaient besoin pour aller en studio puis produire leur CD. C'est devenu, ce bébé-là a fait des petits.
Il a grandi, il a fait quelques années après, il y avait des milliers de plateformes au Canada, à travers le monde. On peut autant inscrire un projet de Cornwall sur une plateforme qui est à New York, parce que maintenant, les plateformes sont toutes multilingues. On peut aussi utiliser des plateformes francophones ici au Canada. Ce n'est pas une fin en soi, ça peut servir d'effet levier pour boucler un budget. Puis vous allez voir aussi les montants, parce que le monde pense qu'on a toujours des millions et des milliards. Puis oui, il y en a qui ont levé des centaines de milliers de dollars quand il y avait un bon projet en ligne, puis qui ont choisi la meilleure plateforme. Et crowdfunding, c'est foule et fond. Imaginez, là, on va chercher dans une foule bien des gens qu'on ne connaît pas, puis on les convainc de nous donner de l'argent. Donc, on sort un peu des sentiers battus, on fait comme un peu ce petit poisson-là, on sort de l'aquarium pour aller dans d'autres plateformes. Il y a 4 genres de plateformes pour le sociofinancement. Il y a le don avec une contrepartie, une récompense. Il y a le prêt et l'entrée à capital équité. Ce qui intéresse beaucoup plus les organismes, c'est le don direct ou le don avec une récompense. Comme exemple, un artiste va dire, ben moi, si vous appuyez la création de mon spectacle, je vais vous donner un billet ou 2 billets pour mon prochain spectacle, ou je vais vous faire un spectacle live virtuel juste aux gens qui vont m'avoir donné de l'argent, pas publiquement. Donc, on a un cadeau en retour de notre don. Puis là, ben encore là, je vous ai mis quelques exemples de plateformes si vous allez voir. Une campagne typique là, va attirer entre 50 et 500 contributeurs. La transaction moyenne est 75 $. Le revenu moyen d'une campagne, c'est entre 3 700 à 37 000 $. C'est la même logique. Quand on lance notre campagne, on a déjà parlé à tout le monde autour de nous, là, nos amis, les membres de notre CA, les frères, les cousins, les mononcles, pour leur dire hey, hey, le 5 décembre, on va sortir notre campagne de sous-financement. Et on espère que dans le premier 48 heures, tout le monde très près de nous vont faire un don. 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres, ce n'est pas le montant qui est important. Vous savez comment ça marche, l'Internet, hein? C'est le buzz. Plus il y a de monde qui marque j'aime, je relais à quelqu'un d'autre. Je n'ai même pas besoin de donner le fait de le partager avec quelqu'un d'autre. Les gens pensent que vous l'appuyez. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a plein de monde qui appuie des beaux projets, puis ils ne connaissent même pas les promoteurs du projet. Là, je vous ai mis les plateformes. Toutes les bulles individuelles à part de GoFundMe sont francophones. GoFundMe, très bilingue. Beaucoup de monde en Ontario français, dans l'Est, on fait des causes en utilisant GoFundMe, puis les autres, c'est plus en anglais. Préparation de la campagne. 300-500 mots. Il faut être au moins 3 personnes pour porter une belle petite campagne de sociofinancement parce qu'on va avoir les effets leviers puis chacun va aimer l'annonce de l'autre. Une petite vidéo où est-ce qu'on nous voit nos faces parce que là, ils voient que c'est un vrai projet, c'est du vrai monde qui réalise ces projets-là. Argent récolté, c'est entre le premier et les 3 derniers jours de la campagne, 42 % des montants récoltés. Je vous ai même mis les meilleurs jours, les pires jours, le meilleur temps de la journée pour lancer une campagne. Et la source, c'est Kickstarter. C'est la plus grosse plateforme qui accueille des campagnes de sociofinancement. Là, vous allez rire, là, mais il y a un gars à un moment donné qui a dit « J'y crois pas, moi, dans ces affaires-là. » Moi, si vous allez dans des plateformes, vous allez voir des gens qui ont vraiment réussi. Puis lui, savez-vous ce qu'il a proposé? C'était de faire la meilleure salade de patates au monde. Bien, savez-vous quoi? La dernière fois que j'ai vu le total de ce qu'il avait amassé, puis ce n'était pas la fin de sa campagne, 65 000 $ pour faire la meilleure salade de patates au monde. Donc là, il y avait un beau problème, hein? Il fallait qu'il trouve la façon de faire une salade aux patates puis de l'envoyer à Montréal, à Ottawa, à Cornwall, à Paris, en Australie, parce que là, le monde de partout disait « Ouais, il ne sera jamais capable de m'envoyer une salade de patates fraîches. » Et il a réussi. Puis en même temps, il s'est créé un emploi, mais au moins, il a prouvé que ces plateformes-là fonctionnent. Donc oui, il peut y avoir des projets farfelus, mais la grande majorité du temps, les projets sont vrais et réels. Quand on fait de la collecte de fonds, regardez, des fois, on dit on va approcher les entreprises, ils vont donner plus d'argent. 5 % vient des entreprises, 88 % vient des individus, du monde comme vous et moi dans notre communauté qui décident d'appuyer une cause, puis 7 % des fondations. Puis là, vous allez avoir les 10 grands principes de levée de fonds. Il faut toujours se rappeler, dans n'importe quelle stratégie de mobiliser des fonds, on travaille avec des humains. Quand tout à l'heure, on a parlé des subventions, il faut parler à l'agent ou à l'agente. Quand il faut parler à des partenaires, il faut leur parler pour vrai. Il faut vraiment s'entendre sur des vraies choses. Et tant que c'est l'humain, les personnes qui développent de belles relations, qui développent de bons projets et qui suivent les trucs qu'on vous a partagés, Céline et moi, bien, quelque part, vous allez avoir beaucoup de chances de réussite.
Et il y a bien des erreurs. Je ne les lirai pas parce que je ne veux pas finir le webinaire là-dessus, mais je vous les ai écrits parce que, à quelque part, des fois, il faut aussi apprendre des leçons apprises d'une variété de gens. Et je vous ai mis en annexe des genres de tableaux pour vous aider à faire votre montage financier. Si vous approchez autant au niveau du gouvernement provincial, fédéral, municipal, si vous voulez lancer pour une première fois une campagne auprès des fondations, des entreprises, des individus, vous donnez des objectifs, vous donnez des stratégies. Et comme ça en est un là, où est-ce qu'on écrit. Et finalement, vous allez avoir votre propre répertoire. Sur ce, il reste 1 minute. Je sais pas, j'ai vu que des gens ont pu écrire des questions-réponses en ligne. On pourrait prendre 1 ou 2 questions, mais n'oubliez pas, le 10 décembre, de midi à 13h, venez rencontrer la présidente et la directrice générale de l'ACFO-SDG pour vous informer de ce qui se passe à l'organisme, mais aussi pour parler de vos projets. Et je vais arrêter le partage. Céline, je ne sais pas si tu as vu des questions en ligne ou Sonia sur Facebook ou ici. Sinon, on va souhaiter une bonne fin de journée aux gens. Est-ce qu'il y avait des questions? Ou les gens qui sont là, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro. Alors, on n'a pas de questions particulières. On a des retours, des interactions. Excellent. Ethel, si tu Oui. me permets, moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, malgré que depuis quelques années, je suis Céline et je suis là avec elle quand elle fait des demandes de subvention, dans le sens qu'on regarde qu'est-ce qu'elle demande et tout. Mais ta présentation aujourd'hui, là, je comprends pourquoi Céline a dit il faut faire une demande de subvention, puis je suis toujours en train, encore une demande de subvention, mais là, je vois l'importance. Et merci beaucoup pour cette présentation aujourd'hui parce qu'on a du pain sur la planche, puis on va continuer à s'organiser davantage. Hein, Céline? Oui, c'est certain. Et je lance l'invitation. Si vous avez un projet et que vous voulez déposer une demande de subvention ou prélever des fonds, l'ACFO, on est là pour desservir les organismes et les membres de la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, on va faire notre possible pour vous appuyer. Bien, merci. Merci vous deux. On va vous souhaiter une très bonne journée. Il est 13h pile. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à l'ACFO, vous pouvez nous appeler à l'ACFO. Ça va nous faire grandement plaisir. Et le partage de notre savoir, c'est jamais à sens unique, hein? Ce qu'on va vous partager, on espère aussi apprendre de vous parce que nous aussi, on a besoin d'apprendre et de continuer de s'améliorer. Mais on vous souhaite une bonne fin de journée. Puis n'oubliez pas, jeudi, venez rencontrer Céline et Diane. Bonne fin de journée.